Ok, alors on commence le quatrième cours des lois de Pessah. Le matin, alors, petit déjeuner, on peut manger du pain, pas de problème. Simplement, il y en a qui déconseillent parce qu'après, peut-être il y aura encore des petits restes dans les dents. Et le reste va partir quand tu manges la matzah, le soir. Donc tu manges la matzah avec du pain. C'est plutôt désagréable. Donc il y en a qui préfèrent déjà éviter le matin de manger du pain, aussi il y a des miettes, les enfants, tout ça. Mais d'après la loi, c'est permis. Après qu'on a mangé, on se lave très très bien les dents, le mieux qu'on peut, avec les fils à dents, partout. Il faut vraiment faire attention qu'il n'y ait pas de reste de chametz du tout. Ceux qui ont des dentiers, ça existe. Alors, celui de bien nettoyer le dentier. Il y en a qui sont marmérés, c'est pas obligatoire, c'est une mesure de piété, de verser de l'eau bouillante d'un klirichon, c'est-à-dire d'un ustensile dans lequel l'eau a bouilli, ou une casserole ou une bouilloire, verser de la bouilloire, de la casserole directement de l'eau bouillante sur le dentier, dans le cas où ça ne va pas l'abîmer. Si ça l'abîme, donc évidemment, vu que c'est une mesure de piété, ce n'est pas obligatoire. Après quoi vient le moment où il faut aller brûler le chametz. Il est impératif de le brûler, comme je l'ai dit déjà hier, avant la fin de la 5e heure. Après la fin de la 5e heure, ce chametz déjà, on n'a plus le droit d'en avoir, donc on ne fait plus la mitzvah de le brûler. C'est comme s'il n'est plus à nous. Donc on fait la mitzvah absolument avant la 5e heure de la journée. C'est vers 10h, 11h, il faudra regarder dans le calendrier ici israélien, et ceux qui habitent en France, regardez dans le calendrier français, idem à Los Angeles. Chacun regardera d'après son calendrier, d'après le lever et coucher du soleil. La mitzvah de brûler est une mitzvah de la Torah. D'après certains avis, on avait dit que c'était ou vérifier et après brûler, ou annuler. Donc il faut que c'est une mitzvah de la Torah. Ce qui marque dans la Torah, tashbitu. Donc on ne veut pas rater cette mitzvah, on veut la faire comme il faut. C'est pour cela qu'il faut faire attention que ça brûle. Il y en a qui mettent le chametz dans des papiers aluminium, les 10 petits morceaux. Comme j'expliquais hier aussi, quand tu vas le mettre dans le feu, tu vas pas, l'aluminium il va chauffer le pain, il ne va pas le brûler. Donc tu auras une bonne pizza dedans, mais tu n'auras pas fait la mitzvah. Si jamais on l'a fait dans le papier aluminium, alors il faudra décortiquer le papier aluminium pour que ça brûle. De même, pas mettre des gros morceaux. Quelqu'un qui met un gros pain comme ça prendra 3 heures à brûler. Tu as encore plein de chametz. On a une mitzvah de brûler. Alors c'est bien de donner des morceaux qui sont relativement petits pour qu'ils puissent brûler, mais au moins qu'il y ait un morceau qui soit grand de kazait. Combien c'est kazait? Je rappelle, volume d'une boîte d'allumettes standard universel, 28 millilitres. Parce que la mitzvah est de brûler une quantité de chametz suffisante. Si c'est moins de kazait, on avait dit que c'était comme des miettes, c'est annulé. C'est annulé c'est aucune valeur. Donc, il faut faire la mitzvah de brûler du pain qui a la quantité au moins de kazait. De même pas faire l'erreur que font des gens. Ils veulent maintenant que le feu, ils prennent, parce que tout le monde vient, il y a un petit feu que font les enfants avec quelques morceaux de bois, tous les voisins viennent avec un amoncellement de chametz qui étouffe le feu, et puis il n'y a rien qui se passe, d'accord? Alors que fait quelqu'un d'intelligent? Bien, il prend du pétrole, ils en mettent un bon coup, et ouf, il y a tout qui prend. Oui, c'est très gentil pour le feu, mais c'est très mauvais pour le chametz, parce que si tu prends maintenant du pain dans lequel tu mets du pétrole, c'est plus du pain. Est-ce qu'un chien affamé depuis 3 jours, il mange du pain au pétrole? Non. Donc c'est un statut de ne plus être du chametz. Tu as raté la mitzvah de brûler. C'est vrai qu'il y a le marroquin dans la Mishnah. Comment est-ce qu'on doit éliminer le pain, le chametz? Est-ce qu'on le brûle? Est-ce qu'on le jette c'est marqué il y a un avis qui dit qu'on l'émiette et on le jette dans la mer. L'halakha, néanmoins, le minhag est qu'on fait tous, on brûle. Donc, on brûle, on veut brûler du chametz. Et non du chametz pétrolé, d'accord? Pétrolifié, comment tu dis, d'accord? On veut que ce soit du chametz, c'est-à-dire de chametz mangeable par au moins un chien qui n'a pas mangé depuis 3 jours. Donc, ne pas faire l'erreur de mettre le pétrole sur le chametz. C'est très bien de mettre du pétrole, on le mettra où avant le chametz? Tu fais un grand feu, après tu y jettes dedans le chametz. Ou autour du chametz, mais pas sur le chametz. Faire attention à cela. Même si on est sur le chametz, je pense qu'il y aura quand même du pain à l'intérieur qui ne sera pas humidifié par le pétrole et que ce pain-là, lui, il brûle. Ok, s'il y a une partie de ton pain à toi, si toi tu arrives à brûler un kazaïd de chametz, tu as fait la mitzvah terminée. Ok, faire attention à faire cela. Après cela, la mitzvah qui est d'après la majorité des décisionnaires est vraiment la mitzvah de la Torah, le bitoul. Le vrai grand bitoul, la vraie annulation. On a fait l'annulation déjà hier soir, mais on a annulé que ce qu'on n'a pas vu et ce qu'on n'avait pas
éliminer. Là, on va éliminer tout. On va éliminer le Hametz qu'on a vu et qu'on n'a pas vu, qu'on a éliminé déjà durant tous les jours avant Pessah, et qu'on n'a pas éliminé, celui qui est là maintenant. Alors on va dire comme ça. On va répéter aussi 3 fois, et une des 3 fois, on va rappeler aussi que ce soit Hefkera, que je me désapproprie, pour rattraper aussi l'avis du Tosfot, comme j'expliquais déjà hier, pour l'annulation du soir. La seule différence, c'est qu'on dira, au lieu de dire toute pâte fermentée que je n'ai pas vue et que je n'ai pas éliminée, qu'elle soit annulée et qu'elle soit comme la poussière de la terre, je dirais toute pâte fermentée que j'ai vue et que je n'ai pas vue. Que je n'ai pas vu, c'est tout ce que j'ai déjà hier soir, tout ce qui est peut-être encore dans ma maison, les petites miettes partout, tout ça, c'est annulé. Ce que j'ai vu, ce qu'il y a ici maintenant, que j'ai éliminé durant tous les jours d'avant, et que je n'ai pas éliminé ce qu'il y a encore ici maintenant, tout cela, qu'il soit annulé et considéré comme la poussière de la terre. Et une 3e fois, on rajoutera, et je m'en désapproprie. Et pensez qu'on fait le mitzvah de la Torah. Ça s'appelle l'annulation. On a brûlé le feu, on a brûlé le Hametz dans le feu, on attend que ça soit vraiment brûlé. Et là, on fait l'annulation. De nouveau, il faudrait le faire absolument avant la fin de la 5e heure. Donc on s'y prend relativement tôt pour ne pas être pris par le temps. Si quelqu'un doit aller au magasin, il doit travailler, il ne peut pas aller brûler. Il dira à sa femme d'aller brûler le Hametz, à ses enfants, à qui que ce soit, le voisin qui a brûlé son Hametz, mais lui annulera. Il n'est pas obligé d'être à côté du Hametz qu'on est en train de le brûler pour annuler. Il peut être à Tombouctou et annuler de là-bas, il n'y a aucun problème. À condition qu'il annule après qu'on ait brûlé. Parce que s'il annule avant qu'on a brûlé, donc il a raté la mitzvah de brûler. Il y a le mitzvah de brûler, il y a le mitzvah d'annuler. D'abord on brûle, après on annule. Si on a annulé avant de brûler, on a raté la mitzvah de brûler. C'est simple. Si jamais lui-même n'annule pas, alors sa femme annulera, ou le délégué annulera en disant tout le Hametz de un tel, qu'il a vu, qu'il n'a pas vu, qu'il a aimé, qu'il n'a pas aimé, qu'il soit annulé et qu'il soit considéré comme la poussière de la terre. Ok. On passe maintenant à un autre sujet, c'est quel type d'aliments sont interdits à la consommation pendant Pessah et quel type d'aliments aussi nous devons éliminer avant Pessah. Donc on a déjà répété ici que c'était tout ce qui provenait des 5 céréales et qui a fermenté. Ce n'est pas que la pâte, que les biscuits, ça peut être aussi des boissons, le whisky, la bière, n'importe quelle chose dans laquelle on a mis, et il y a à peu près dans tout se trouve du Hametz. Donc, obligatoire de passer par une liste des rabbinats qui nous disent dans quel produit il y a oui ou non du Hametz, qu'est-ce qui est kasher ou pas, qu'est-ce qui n'est pas kasher. Il y a une coutume qu'ont nos frères Ashkénazes et une partie des communautés sarades nord-africaines de ne pas manger du riz ni des kitniyot. Kitniyot en français, je crois que ce sont des féculents. Comment on appelle ça? De la légumerie. Les légumineuses. Ok. C'est pas le minhag des Sfaradim, en tout cas pas ici dans toute la région de Israël, l'Égypte, le Liban, l'Irak, l'Iran, etc. C'est une coutume des Ashkenazim, et ceux qui sont influencés par les Ashkenazim, c'est donc toute la région du Maroc et de l'Algérie, parce que leur réponse à toutes leurs questions, au lieu d'envoyer aux rabbins d'Israël, il est posé aux rabbins d'Espagne. En Espagne, il y avait les grands rabbins ashkénazes qui avaient fui les persécutions d'Ashkénazes, comme le Roche et le Tour, sont venus, qui sont les plus grands décisionnaires ashkénazes. Eux, ils ont vécu en Espagne. En tout cas, ils ont fui et ils ont vécu en Espagne. Donc, ils ont été influencés par les coutumes ashkénazes, et pour eux, il est interdit effectivement de manger du riz. Nous, on mange du riz sans aucun problème. Il faudra le vérifier bien, parce que des fois, il y a des grains de blé dans le riz, donc on vérifie, la coutume est de vérifier 3 fois le riz, et faire attention que les enfants ne mangent pas des biscuits près du riz qu'on est en train de vérifier pour Pessah. Du riz kasher et Pessah. Du riz kasher et Pessah, bien sûr, qui n'a pas subi un processus pour devenir non collant par du chametz, par l'amidon, par du blé. Un Ashkénaze ou un Nord-Africain, est-ce qu'il doit éliminer le riz? Il ne mange pas du riz, c'est clair. Est-ce qu'il doit éliminer le riz de sa maison? Absolument pas. Même si le riz, maintenant, il est chamoutz. C'est quoi chamoutz? Il a fermenté. Il a pris du riz, il a fait cuire, il a laissé dans l'eau, d'accord? C'est du riz à l'état, il n'y a pas plus. C'est du riz fermenté. Ce n'est pas du riz sec, c'est du riz mouillé, du riz humide.
bien que c'est un riz qui est fermenté, il n'est pas considéré comme chametz qu'on doit éliminer. Le manger, il n'aura pas le droit de le manger, mais le garder à la maison, il n'y a aucun problème à garder du riz et des légumineuses à la maison, pour nos frères ashkénazes et pour nos frères nord-africains. De même. Pourquoi il est sourd de manger ces céréales? Il faut comprendre, à Pessah, c'est la fête des Khumrot, c'est la fête des interdits, où c'est tellement grave l'interdit de Hametz que tout ce qui avait une petite relation éloignée avec le Hametz, alors on évite. Un temps, on mettait le riz dans des sacs dans lesquels il y avait du blé. Donc il y avait un peu de farine, un peu de poussière de blé qu'il y avait, et les gens faisaient cuire leur riz, et vu qu'à Pessah, un millimètre de Hametz, ils ont tout interdit, 1 million de cubes, d'accord? Donc, ils ont interdit. Par exemple, il y a une coutume au Kurdistan, ils ne mangent pas des bananes à Pessah. Parce qu'ils faisaient jaunir leurs bananes avec du blé. Donc, les rabbins ont dit pas. Donc, ça dépend peut-être certaines coutumes, ils ne mangent pas de figues. Je crois que les Ashkénazim ne mangent pas tout ce qui est fruits secs. Ou parce qu'ils portaient dans des sacs de blé, ou bien parce qu'ils utilisaient, comme aujourd'hui, on utilisait encore pour les figues, pour faire sécher les figues, on met un enduit qui est de l'amidon. Si maintenant, par exemple, moi aujourd'hui j'ai un gendre, il est originaire du Maroc. Il vient manger chez moi, et chez nous on mange du riz à Pessah. Alors, je ne vais pas lui donner de manger du riz à Pessah évidemment, mais est-ce qu'il peut manger de la soupe dans une casserole dans laquelle on a cuit, il y a quelques heures, encore du riz? Si on a cuit dedans du blé, c'est certain que c'est interdit, la soupe est interdite. Est-ce qu'il peut maintenant boire une soupe ou manger un plat qui a été cuisiné dans une casserole dans laquelle on a cuisiné du riz, sans aucun problème? Les Ashkénazim, les Marocains et Algériens qui ont l'habitude de ne pas manger de riz et légumineuses ne peuvent pas en manger ça. Mais on n'a pas eu de coutume, de décret des rabbins de l'époque d'interdire les casseroles dans lesquelles on aurait cuit cela. Les casseroles sont cachères de Pessah. Même chez les Chassidim, c'est comme ça la loi. Madame est marocaine, monsieur est d'origine israélienne, égyptienne, irakienne. Donc monsieur mange du riz, madame ne mange pas du riz. Alors il y a deux solutions. Ou madame continue à ne pas manger du riz, elle peut. Et est-ce qu'elle pourra cuire à Yom Tov du riz pour son mari? Yom Tov, on a le droit de cuire. On a le droit de cuire quelque chose qui est comestible. On n'a pas le droit de cuire pour les animaux, par exemple. Je n'ai pas le droit de cuire maintenant du porc. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une chose comestible par un juif. Il y a pas, donc on s'est marqué. Tout ce qui se mange, uniquement cela, vous pourrez le faire. Ce qui se mange par le peuple juif. Alors, est-ce qu'elle peut maintenant cuisiner un plat qui lui est interdit, du riz, pour son mari? Réponse oui. Bien que pour elle, c'est interdit de manger du riz, elle peut cuisiner pour son mari du riz. Autre solution, qu'elle fasse une atarat nedarim, elle fait une autorisation de vœu, on va devant 3 rabbanim, 3 personnes, qui vont lui demander qui, quoi, pourquoi, parce qu'elle n'a pas des binets, etc. Comment est-ce qu'il y a tout un truc pour faire? Il ne suffit pas d'aller à la synagogue et lire une formule qui permet d'autoriser les nedarim qu'on fait avant Rosh Hashanah et Yom Kippour. Ça n'autorise en aucun cas les nedarim, les vœux. On doit aller dans 3 rabbins qui posent des questions, faire un petit interrogatoire, et après, ils peuvent autoriser le vœu. Et dorénavant, elle pourra manger du riz comme son mari. Sinon, elle doit continuer, si elle a reçu la coutume de sa maison de manger du riz, bien qu'elle s'est mariée. Et maintenant, elle passe le statut, par exemple, elle était ashkénaze, maintenant elle devient sfarade, parce que son mari est sfarade. Vu qu'elle a une coutume de ne pas manger du riz, elle doit continuer. Si elle veut s'arrêter, elle doit faire une atarat nedarim, une autorisation de vœu. Rouge à lèvres, fait avec du chametz. Pas de dentifrice, fait avec du chametz. Sont autorisés. On a déjà expliqué plusieurs fois, chaque chose qu'un chien qui n'a pas mangé depuis 3 jours, un chien sauvage, ne mangera pas, alors il n'est pas considéré comme chametz, on peut même en manger. Alors là, il y a une petite différence, c'est de quoi en manger. Il n'est pas chametz, d'accord? Pas de dentifrice, rouge à lèvres, même un chien affamé depuis 3 jours n'en mangera pas. Vient le Roche, un des plus grands poskim, 3 plus grands poskim de l'histoire, et dit oui, c'est vrai, parce que c'est pas du manger. Mais si maintenant quelqu'un, il est fou, il le mange. Alors le fait qu'il le mange, c'est comme s'il le considère comme oui de la nourriture. Et là, il devient chametz. Alors maintenant, quand tu mets du rouge à lèvres, c'est vrai qu'aucun chien va manger, mais toi maintenant, tu vas en avaler un peu. La brosse à dents, tu risques un peu, hop, tu vas en avaler un peu.
c'est fait avec du Hametz, c'est fait avec de l'amidon. Et toi, maintenant, tu l'as avalé. Donc, par le fait que tu l'avales, tu le rends nourriture. Réponse du dictionnaire aujourd'hui, il dit non. Le Roche, quand il dit qu'on le rend nourriture, c'est quand? C'est quand je veux le rendre nourriture. Que c'est bon de manger de rouge à lèvres. Comme c'est bon d'avaler un peu de pâte dentifrice. Mais si maintenant, par ordre, c'est rentré, c'est pas la nourriture. C'est à condition que tu le rends important par ta conscience. Pour moi, c'est de la nourriture maintenant. J'en mange comme c'est bon, je mets même la bracha dessus. Ok, dans ce cas-là, bien qu'un chien de 3 jours, qui n'a pas mangé depuis 3 jours, ne l'aurait pas mangé, toi, vu que tu le manges, tu l'as rendu important, donc cette nourriture sera traitée pour toi. Mais si tu l'as mangé comme ça, sans faire exprès, il n'y a aucun problème. Donc, ça, c'est valable pour les saradim, pas les shkenazim. Les shkenazim, ils sont mahmerim sur le savon, sur les shampoings, surtout. Nous, on n'a aucun problème là-dessus. On peut s'enduire le corps avec du savon qui fait avec du hametz, avec du parfum, ce que vous voulez. Enfin, le parfum, les femmes, d'accord, pas trop les hommes. Il n'y a pas de problème, parce que tous ces types de produits sont immangeables par un chien qui n'a pas mangé depuis 3 jours. Oui. Mais par exemple, pâte dentifrice, qu'est-ce qu'on appelle manger? C'est le goût ou bien avaler? Parce que pâte dentifrice, parfois c'est parfumé. Si tu prends maintenant un peu de pâte dentifrice, tu mets dans un verre avec de l'eau comme ça, tu mélanges et glou glou glou, tu fais chaque un peu de varo, c'est un problème. Mais si en te lavant les dents, il y a un peu qui rentre comme ça, puis c'est même un bon goût, mais tu n'as pas voulu le manger, ça a une bonne odeur, un bon goût, mais tu n'as pas voulu le manger. Donc il n'y a aucun problème. Alors pourquoi faire des maquillages et dentifrice que j'ai fait ça? Les Ashkenazim sont plus marmazim là-dessus. Ashkenazim, c'est-à-dire d'abord qu'il y a... Oui, absolument. Pour nous, il n'y a aucun problème. Que ce soit très clair, je dis ça à tout le monde. Toute la loi que je dis, c'est pour les Sfaradim. Les Ashkenazim, ils sont beaucoup plus marmérim à Pessah que nous. Sur beaucoup de choses aussi en général. Donc, savoir qu'en général, la loi que je dis ici, c'est pour les Sfaradim. Je n'ai pas le temps d'aller voir aussi pour Ashkenazim et Sfaradim, ça fera trop. Est-ce qu'à Pessah, il y a une notion de privation? En souvenir, effectivement, du pain qui a levé, ils n'ont pas pu partir avec, etc. Alors, ils ont été obligés de se priver de pain. Oui, ils ont mangé un pain à pâte non levée, les matzot. Ils sont privés de la saveur d'un pain. Oui, mais c'est... Non, est-ce que la notion de privation, elle entre en ligne de compte? Absolument pas, absolument pas. Au contraire, à Yom Tov, il y a une mitzvah de bien manger. On autorise à égorger un animal Yom Tov parce qu'on dit que la chair de l'animal qu'on a égorgé aujourd'hui, elle est meilleure que celle qui a été égorgée hier. À ce point. Donc ça veut dire au contraire, ne te prive pas du tout. Vous avez dit il y a mitzvah de mal manger Pessah. Non, j'ai pas dit mitzvah. J'ai dit c'est la fête où on mange mal. Parce que les gens sont marmérim sur tout. J'ai dit que les chassidim, ils mangent que des carottes et des patates, d'accord? Le poulet peut être avalé un grain de blé, il y a des khumrot, il y a des trucs. Le lait, je sais pas, le lait. Il y a des poskim qui disent, et a priori c'est bien si possible de faire comme ces poskim-là, des vaches qui sont nourries avec du hametz, du blé. Elles font un lait fait avec du blé. Alors est-il autorisé, oui ou non? A priori, alors il y a un problème, comme ça, le hametz pendant Pessah, il n'est pas annulable. Même sur un milligramme dans 1 million de cubes, tous les millions de cubes d'eau, il est interdit. Mais si c'est avant Pessah, il est annulé dans 60. Or, le lait, c'est certain que s'il y a un peu de hametz dans le lait, il est annulé dans 60. Donc c'est bien, il y en a qui vont acheter le lait avant Pessah, ou quand ils achètent pendant Pessah, que ce soit un lait qui a été trait avant Pessah, que dans ce cas c'est annulé. Et a priori, c'est bien de faire comme ça. Tu comprends? Si déjà tu poses des questions au niveau des khumrot, comment est-ce qu'on boit de l'eau? C'est une question, tu sais combien d'encre a été, combien de livres ont été écrits là-dessus? Nous, Jérusalem, on n'a pas de problème, parce que l'eau, elle vient des nappes souterraines. Dans la moitié du pays d'Israël, et j'imagine à Paris, l'eau, elle vient où? Elle vient d'où? Elle vient de la Seine, à Paris, et ici, elle vient du lac du Tibériade. Maintenant, combien de gens jettent leur bière, leurs morceaux de pain, leur hametz dans le Tibériade? Il suffit une personne, elle a jeté une miette, pic. Tout est interdit. Tout est interdit. Alors, on autorise. Et beaucoup d'encre a été écrit là-dessus, je ne vais pas dire pourquoi, qui, quoi, comment, etc. Mais il y en a, et ça vaut la peine si quelqu'un, ici j'en ai aucun problème, mais si quelqu'un, il y a des doutes, il n'y a pas des doutes, il y a une certitude qu'il y a du hametz qui a été jeté dans l'eau pendant Pessah, dans l'eau que je bois, même 1 milligramme de millimètre, il est conseillé, c'est pas obligatoire, on ne pas rendre des gens fous, il est conseillé de préparer les bidons d'eau avant. Et dans beaucoup de familles, tu as des bidons d'eau qui sont préparés avant, parce que l'eau pour se laver, il n'y a aucun problème, mais l'eau qu'on veut utiliser pour boire le thé ou pour cuisiner le riz ou autre chose, une soupe, d'accord?
Donc, tu me dis, c'est pour ça que je te dis, il n'y a aucune mitzvah de se priver. Au contraire, nourris-toi, réjouis-toi à Yom Tov, il faut se réjouir. Il faut manger bien, c'est une mitzvah de la Torah, d'accord? De manger, il faut manger de la viande, il faut boire du vin, c'est obligatoire, une mitzvah de la Torah pour nous, pour les hommes, les femmes, voilà, c'est marqué comment on les réjouit à la fête de Yom Tov avec des bijoux et des habits. Obligation pour les maris d'acheter à leurs femmes des bijoux et des habits pour les fêtes, ou bijoux ou habits, si l'argent les deux, d'accord? Et les hommes, bonne viande et bon vin. Ça, c'est la mitzvah de la Torah de se réjouir. Donc, on doit se réjouir. Mais pas la force des choses, vu que la fête de Pessah, elle est très grave au niveau des restrictions ilchatiques à cause du Hametz. Donc, ça fait que beaucoup de gens, ils se trouvent très, très coincés. Tous les gâteaux qu'on fait là, aujourd'hui, Tous les gâteaux qui sont faits, ce sont des gâteaux qui sont faits avec de la poudre, de la farine ou d'amande, ou de la farine de noix, ou de la farine de maïs, ou de la farine de patate, de pommes de terre. de matzah aussi. Farine de matzah aussi. Et pas tout le monde est d'accord là-dessus. La chassidim, son badass, il ne donnera pas là-dessus. Beaucoup de problèmes de dont je parlerai ultérieurement. Ok, les médicaments. On a déjà parlé hier. Il y a deux sortes de problèmes. Si on a un médicament qui est fait entièrement de Hametz, tant qu'il n'est pas non comestible par un chien qui n'a pas mangé 3 jours, on doit l'éliminer. S'il est mélangé, c'est du Hametz mélangé à autre chose, alors il faut qu'il soit non comestible par la majorité des êtres humains pour qu'on ne soit pas obligé de le mettre dehors. S'il est comestible par la majorité des êtres humains, donc on doit l'éliminer, le jeter. Donc on a les sirops, tout ce qui est enrobé de chocolat, les vitamines, tout ce qui est mangeable, tout ce qui est suçable, c'est la nourriture pour la majorité des êtres humains, donc il faut l'éliminer. Alors qu'est-ce qui se passe si maintenant quelqu'un a besoin de médicaments? Il doit manger du médicament. Alors c'est un médicament qui est autorisé, ou bien c'est que du Hametz, mais il est immangeable par un chien depuis 3 jours, ou il est mélangé, dans ce cas-là, il est autorisé si il est pas mangeable, il n'est pas mangeable par la majorité des êtres humains. S'il y a un interdit le premier là, celui qui est mangeable par un chien, c'est pas grave, tu peux le manger sans aucun problème. Celui qui est pas mangeable par la majorité des êtres humains, tu peux ne pas l'éliminer, mais tu n'as pas le droit de le manger. Tu as le droit de manger que c'est un issur de Rabbanan de le manger. On avait dit que si quelqu'un est malade seulement au lit, angine, grippe, il est vraiment au lit avec la fièvre, là il pourra transgresser l'interdit de Rabbanan et manger de ce médicament, dans la mesure où c'est qu'un interdit de Rabbanan parce qu'il n'est pas comestible par la majorité des êtres humains. Et qu'est-ce qui se passe maintenant s'il y a un malade qui a besoin, absolument besoin, pas de question de vie de mort. Question de vie de mort, on mange n'importe quoi, terminé, c'est terminé. Mais si maintenant il est malade, il y a un médicament qu'il doit prendre, on va dire il a une toux, une pneumonie, enfin une maladie sérieuse, et il lui faut maintenant un sirop. Un sirop qui est tout à fait mangeable par la majorité des êtres humains et qui est Hametz. S'il n'était pas mangeable par la majorité des êtres humains, c'est sur de Rabbanan, tu peux. Là qu'il est mangeable par la majorité des êtres humains, c'est un issur de Horaïta, de la Torah. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a 2 problèmes. Il y a comment le conserver, comment le manger. Comment le manger, c'est très simple. L'avaler d'un coup, on ne peut pas. Ce qu'on doit faire, c'est pas éviter les sirops, c'est prendre un médicament qui est en comprimé et l'entourer d'un peu de papier, pas forcément un gros carton parce que c'est un papier fin, et l'avaler. D'où on apprend cela? On a une mitzvah, la seule grande mitzvah que nous avons durant toute l'année, qu'on fait avec la bouche en mangeant, c'est celle de manger la matzah le soir de Pessah, mitzvah de la Torah. La Gemara, elle dit, si quelqu'un il a avalé la matzah, est-ce qu'il a fait la mitzvah? Oui, il a fait la mitzvah. Donc on apprendra qu'avaler d'un coup sans mâcher, sans goût, avoir le goût, c'est oui considéré comme manger. Demande la Gemara, si maintenant il a avalé, il a mangé, mais il est entouré de papier, de quelque chose, et il a avalé comme ça, c'est qu'il n'a pas fait la mitzvah de manger. De là, on apprend que lorsque tu avales une chose sans que ça touché ton gosier, alors c'est pas considéré comme manger. Donc s'il y a une nécessité maintenant pour quelqu'un qui est malade, il doit manger du produit qui est Hametz, il l'entoure de papier et il avale, en espérant qu'il arrivera à digérer le papier. Alors, maintenant au niveau de comment est-ce qu'on peut ce Hametz là, on n'a pas le droit de le posséder pendant Pessah, c'est un interdit de la Torah, baléré ou balé matzé. Plusieurs solutions, qui sont tous un peu difficiles, mais c'est la fête de Pessah, elle est difficile. Une solution, tu prends maintenant ton paquet de médicaments, tu vas dans le terrain vague du coin et tu le jettes là-bas. Pas tu le caches sous une pierre. Tu le mets dans un endroit qui est FKR, qui n'appartient à personne, et tu le jettes là-bas.
en espérant qu'il n'y aura pas un chat, un corbeau ou un jeune homme qui viendra le prendre. Et chaque fois que tu as besoin, et tu penses vraiment que tu t'en désappropries, il ne t'appartient pas. Et quand tu as besoin, tu ramasses, en pensant qu'en ramassant, tu ne fais pas une zria. Zria, ça veut dire que tu ne t'appropries pas la boîte. Quand quelqu'un trouve une chose dans la rue, il le prend, elle lui appartient. Mais s'il pense que par le fait de le ramasser, ça ne lui appartient pas, alors c'est pas à lui. Donc tu le prends en pensant que ça ne t'appartient pas, tu ne fais pas un acte d'acquisition en le soulevant, tu prends ton comprimé et tu le rejettes de nouveau et hop, tu vas ton comprimé en tout. Hein? C'est FK. Il est FK Tu- comprimé. Le tout est FKR. Maintenant, quand tu ramasses en pensant ne pas faire un acte Quand je d'acquisition, mange quelque chose de FK, je ne l'ai pas acquis. non, si tu penses ne pas faire un acte d'acquisition, tu n'as rien fait. Si tu ne penses rien, par le fait de soulever, tu l'as acquis. Si tu penses rien du tout, si tu penses ne pas l'acquérir, alors tu n'as pas acquis. Maintenant, si possible aussi, tu prendras moins de kazaït, si possible. Parce que la kazaït, c'est déjà une quantité entière. Moins de kazaït, c'est déjà beaucoup moins grave. Diluer le sirop, c'est pas possible. Pardon? Le sirop, c'est pas possible de diluer avant Pessah. Alors, il y a une solution avec un sirop, par exemple. C'est vrai qu'il y a une solution. C'est que tu mettras dedans un produit extrêmement amer qui le rend imbuvable, comme en tant que boisson, par la majorité des êtres humains. D'accord? Tu mets, ici en Israël, l'arabe avait dit du hilbe. C'est du fenugrec en français. Tu prends de l'eau de fenugrec. Hilbe, c'est un plat très très sympathique que mangent les Yéménites. D'accord? Alors, il est très amer. Alors, ils font sortir, ils le rincent souvent. Après, on le mange comme ça. C'est très bon en sauce comme ça. C'est, d'accord? Hilbe. Donc, l'eau qui en sort, elle est extrêmement amère. Elle est tout à fait comestible. Personne ne boit de ça. C'est insupportable. Alors, les gens, par exemple, qui doivent boire à Yom Kippour, on leur fait boire de l'eau de hilbe. Là aussi, tu prends ton sirop, tu mets beaucoup d'eau de hilbe dedans, et comme ça devient imbuvable par la majorité des êtres humain, et ça devient un sirop d'érabanaane, et tu peux le boire. Ouais, une solution pour le sirop. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un doit acheter il tombe malade au milieu de Pessah? Attends, le médecin lui dit, votre maladie est très rare, il y a un seul médicament, Hametz. Je dois aller l'acheter. Je n'ai pas pu aller avant Pessah et jeter mon paquet de médicaments dans le terrain vague à côté. Je dois l'acheter. Comment je fais? D'abord, j'achète chez un non-juif. Pas une pharmacie juive, mais une pharmacie non-juive. Parce que le Hametz qui est en possession d'un juif, il est interdit. Et en possession d'un non-juif, il n'est pas interdit. Ensuite, Choisir un non-juif avec un croissant et... il n'y a aucun problème. C'est marqué lo irel lecha. Il vous donne le croissant, vous le mangez. Non, je parle d'abord en ma possession. D'accord? Alors quand j'achète un chametz d'un juif, c'est un chametz qui est interdit. Le chametz du non-juif qui est chez le non-juif, il est permis, tant qu'il est chez le non-juif. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais lui donner l'argent. Alors il y a plusieurs solutions. Et c'est mieux de faire, si on peut faire tout à la fois. C'est compliqué. Si on peut, si possible, demander, écoutez, monsieur le pharmacien, l'argent, je vous le donne tout de suite, mais excusez-moi une seconde, je prends le comprimé, tac, je l'avale, après je paye. Parce que je l'ai avalé, alors qu'il n'est pas encore en ma possession, je n'ai pas encore payé. Ou bien une autre solution aussi, tu fais un chèque. Tu fais un chèque pour dans 4 jours. Et là, dans 4 jours, aura lieu la vente effective. Ensuite, si possible, tu achètes moins de kazaït. Un comprimé, il me faut 2 comprimés, d'accord, 3. Pas une quantité de boîte d'allumettes de ce médicament. Quatrièmement, donc ça on avait dit, d'abord acheter chez un non-juif. Deuxièmement, si possible, le consommer avant de l'avoir acheté. Oui, Troisièmement, les autres comprimés, je vais les consommer une fois que je les ai achetés. ce que je veux dire, c'est que tu peux acheter peu à peu. Troisième chose, acheter peu à peu. Moins de kazaït. Quatrième et dernière solution aussi, c'est quand tu achètes, penser que je n'acquiers pas. Je donne l'argent, mais je ne fais pas d'acte d'acquisition du médicament. Avec ces 4 choses-là, ou une de ces 4 choses-là, en cas de force majeure, vu qu'on n'a pas le choix et la personne ne va pas lui demander de rester malade, alors on pourra faire ainsi. Ok, nous passons maintenant à un autre sujet qui est délicat aussi, c'est la vente du Hametz. Cette nouvelle coutume, elle n'existait pas dans le peuple juif. Il y a quelques siècles, il n'est pas question de vendre à un non-juif. Simplement, il y avait une réalité où des gens avaient des quantités de Hametz industrielles et ne pouvaient pas, pour des raisons pécuniaires, s'en débarrasser avant la fête de Pessah.
Alors, il y a marqué dans le Shulchan Aruch que tu peux vendre ton Hametz, mais une vraie vente. Tu vends ton Hametz à un goy. Sans aucune condition, pas que tu me le rends, rien du tout. Tu lui vends. Ou tu le donnes en cadeau. Mais un cadeau total. C'est à toi, tu fais ce que tu veux avec ça. Pour que la vente soit effective, il fallait, et comme ça disent beaucoup de poskim encore aujourd'hui, il faut sortir le Hametz de mon domaine et le donner au goy, soit chez lui, pas chez moi. D'autres disent, si tu le gardes chez toi, tu fermes dans une chambre à clé, tu lui donnes la clé à lui. Moi, je ne peux pas rentrer. C'est à lui, il peut rentrer, allez là-bas. La coutume aujourd'hui est les hakel, qu'on ne fait plus attention à ces choses-là, bien que d'après l'halakha, on devrait le faire, c'est-à-dire donner la clé ou le sortir de mon domaine. Mais la coutume aujourd'hui est, on ne fait pas trop attention à ces décisionnaires-là. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'a priori, si on peut s'arranger à ne pas faire la vente, c'est mieux. Dans les cas où c'est nécessaire, parce que j'ai des quantités grandes de Hametz que je ne veux pas brûler. Alors, on ne va pas dire qu'à chaque fois qu'il y a une fête de Pessah, tu dois perdre des centaines d'euros en rien. Alors, dans ces cas où il n'y a pas le choix, alors on comptera sur l'avis des rabbanim qui disent que cette vente est valable, bien que tu n'aies pas donné la clé, bien que tu n'aies pas sorti le Hametz de ton domaine. Mais néanmoins, c'est une mesure de piété, celui qui peut ne pas vendre. Surtout qu'il y a un problème supplémentaire. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde va et vend. Même quand il n'y a presque pas de Hametz. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on vend? On ne vend pas la maison, ni la chambre, ni les ustensiles. On vend le Hametz. On va vendre du caca, par exemple. Tu vends le placard, mais avec ce qu'il y a dedans ou pas? Parce qu'il y a dedans. Non. Parce que du moment que tu as vendu, tu peux vendre. Tu peux vendre ce que tu veux. Mais du moment que tu as vendu un ustensile à un non-juif, quand tu le rachètes, il faut le tremper au mikvé. Non, le Hametz qu'il y a dedans. Oh, alors tu vends que le Hametz. Tu dis, j'ai un placard X, monsieur le non-juif, monsieur Dupont, je vous vends tout le Hametz qui se trouve dans mon placard. Il y a du Hametz dans ton placard? Alors si tu as du whisky, tu as de la bière, tu as des gaufrettes, ça va, la vente elle a lieu. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant s'il n'y a rien? Il n'y a que des ustensiles de Hametz que tu apportes, que peut-être un petit millimètre dans l'anse dessous, là-bas, tout ça. Et ce Hametz-là, il n'a pas la valeur d'une prouta. Il n'a pas la valeur, pour qu'une vente soit effective, il faut qu'il y ait une valeur minimale, qui est celle de 1 centime d'euro aujourd'hui, la valeur d'une prouta. Une prouta, c'est environ, comme j'ai dit, 5 ou 6 agourotes, centimes de shekel, ce qui est environ 1 centime d'euro actuel. Si ça passe ça, alors la vente n'a pas lieu, tout simplement. Tu n'as rien vendu. C'est pas si grave. Or, j'ai pas vendu, et j'ai rien fait. La petite miette qui est là-bas, de toute façon, elle est annulée, c'est rien du tout, on a vu que les miettes sont annulées, je ne sais pas où elle est, il n'y a aucun problème. Le problème, il est où? Si tu as une quantité de kazaït, et là, si quelqu'un a la kazaït de chez lui, de Hametz pendant Pessah, alors s'il annule, ça va, mais s'il annule pas, ça va pas. Donc il la vend au goy. Quand il pense à vendre au goy, quand le lendemain il va aller annuler, tout le Hametz qui est en position, je l'annule, tu ne penses pas à ça, parce que ça tu l'as vendu, tu ne peux pas annuler une chose que tu vas vendre. Donc l'annulation elle porte sur tout, sauf sur les choses qu'on va vendre au goy. On va te dire, il n'y a aucun problème. La vente au goy, elle a lieu. Parce que lui, ce morceau de Hametz, kazaït, ça vaut une prouta. Très bien. Mais il y a des cas, et là est le problème, où bien que ça kazaït, c'est un gros morceau de Hametz, il ne vaut pas une prouta. Par exemple, c'est du Hametz qui est mangeable par un chien, qui n'a pas mangé depuis 3 jours, mais pas mangeable par un être humain. Combien ça vaut sur le marché? Une gaufrette. Pour chien. Voilà. Ça vaut une prouta? Ça vaut pas une prouta. Un morceau de Hametz qui est à moitié pourri déjà. Aucun homme va le manger. Le goy va t'acheter ça maintenant pour la valeur. C'est une belle gaufrette. Maintenant, elle est à moitié pourrie. Donc, elle ne vaut pas une prouta. Mais vu qu'un chien qui n'a pas mangé depuis 3 jours peut la manger, c'est du Hametz. Donc, tu as fait l'annulation, tu n'as pas pensé à ça, donc tu ne l'as pas annulé. Tu l'as vendu, la vente n'a pas eu lieu, effectivement, parce que ça ne vaut pas le cheveu prouta. Kazaït, il y a une quantité ici. Tu es en train de transgresser l'interdit de la Torah, d'avoir en ta possession du Hametz pendant Pessah, à cause de cette bête vente qui ne sert à rien. Et une bouteille de Hametz comme ça, de la bière ou du whisky, Oui. qui est entamée Oui. au marché, ça vaut rien. Est-ce que ça, je peux l'inclure dans la vente? Ça vaut pas une prouta? Non, ça vaut une prouta. Si c'est ouvert, qui c'est qui va vous acheter une bouteille ouverte?
C'est Voilà, pas... t'as un clodo là-bas sous un pont, tu lui vends pour 1 centime d'euro une bouteille ouverte de bière. Il te l'achète. Non? À ce prix-là, Ouais. Bien sûr. Comment ils font les restes pour vendre à la gueule? Ils prennent un goy, j'ai une image chez moi à la maison. On monte le goy, on lui vend il y a déjà 20 ans. Ouais, ils prennent tous les contrats. Donc, une chose importante aussi, très bien. Beaucoup de gens vont et vendent le Hametz à qui? Au Rav. C'est archi faux. Le Rav, c'est pas le goy. Le Rav, c'est le Rav. Le Rav, il est délégué et tu le rends délégué. Je vous rends délégué pour aller vendre mon Hametz au goy. Le Rav va lui faire un autre délégué, qui est le rabbinat, et le rabbinat va s'occuper d'amener un goy et lui vendre. Il y en a qui vendent sur Internet, ça marche. Comment ils font? Ils remplissent un mail. On remplit le... Pourquoi pas? Très bien. On envoie au rabbin comme ça le mail. C'est valable. Même par téléphone, c'est valable. il faut le vent. Pardon? Il fait pas d'acte de vente. Ça fait rien. Ça fait rien. Ça fait rien. Ça fait rien. C'est vrai que nous, on fait tout ça aujourd'hui, on écrit, on signe, on fait un kinyan soudar. Après la loi, même par téléphone, tu peux le faire. Je te délègue, toi, s'il te plaît, va vendre mon Hametz à un goy. J'ai rien fait. Je te dis comme ça, c'est valable. Mais lui fait le... Lui fera un acte. Ah, bien sûr. Bien sûr. L'acte de vente au goy se fait avec un acte d'acquisition, un contrat, et tout ça comme il faut bien. Il a 10 000 contrats. Le Hametz, il ne doit pas forcément quitter la maison, si je comprends. Non. Il peut rester dans un placard. Voilà. Et c'est bien de mettre sur le placard, attention, Hametz vendu à un non-juif. Et ce placard devient mouxé, on n'a pas le droit de le toucher. Pour la fête, oui. Est-ce que tu peux maintenant t'oublier quelque chose dedans? Tu peux l'ouvrir pendant la fête. D'habitude, dans le contrat qu'on vend en goy, il dit aussi en cas de nécessité, on pourra rentrer là-bas, dans ton domaine, pour aller prendre le truc qui nous manque. Ok, messieurs? C'est de vendre. Non, je n'ai pas dit très. Mesure de piété de ne pas vendre. D'accord, se débarrasser complètement du C'est mieux. Tu sors de problème. D'abord la vente, on ne sait pas à quel point vraiment tu penses. Deuxièmement, il y a des avis qui disent qu'il fallait le sortir hors de ton domaine. Troisièmement, il y a des cas, comme j'ai expliqué, où la vente n'a pas lieu, parce que tu ne l'as pas annulée, et ça n'a pas la valeur d'une prouta, et pourtant ça casette, donc tu transgresses. À cause de ces points-là, si quelqu'un peut, c'est une mesure de piété de ne pas vendre. Mais aujourd'hui, le minag de tout Israël est de vendre, sans problème. Le Rav Sitruk a dit un truc très bien un jour. Il a dit aujourd'hui, Pessah, c'est 2 signatures. Une signature au goy, une signature à l'hôtel où tu vas passer Pessah. Voilà, c'est tout. Baruch Adonai, le Amen.